Émeric et moi. Donc moi, je m'appelle Grégoire Devienne et je m'occupe des partenariats. Émeric, tu te laisses te présenter? Et donc, Émeric Roger, donc moi je travaille au sein de l'équipe innovation et puis je suis en charge de plusieurs initiatives au sein de l'équipe. Voilà. Ce qu'on vous propose de faire, c'est très rapidement vous présenter un peu notre groupe et puis dans un second temps, Émeric vous présentera une initiative innovation dans laquelle on croit beaucoup. Alors, ouais, parfait. Donc déjà, notre raison d'être, notre vision. Donc nous, notre objectif, c'est d'inspirer a better way of living accessible to all. Donc on s'adresse beaucoup aux résidents du bâti en leur apportant des solutions confortables, sûres, adaptées au changement climatique. Et vous allez voir dans la présentation qui suivra que c'est vraiment un enjeu pour nous que de travailler sur ça. Euh, on cherche véritablement à travailler sur les usages du bâtiment, à travailler à des solutions qui sont dynamiques pour répondre à cette mission que je viens de vous décrire. On va passer au slide suivant. Alors, l'innovation chez Somfy, ça fait partie de notre ADN. C'est une société qui a été créée en 69 dans la région de l'Arve. Somfy, ça veut dire Société Outillage et Manufacture du Faucigny. Et l'aventure a commencé avec un moteur tubulaire qu'on place dans un store et des volets roulants. Donc, au début, c'était une solution tout à fait mécanique, est devenue électromécanique. Et puis, dans les années 2010, on a commencé à travailler sur les objets connectés avec la mise en place de technologies radio et puis de technologies web. Aujourd'hui, on a une offre qui s'appelle Tahoma, vous avez peut-être vu apparaître de ci, de là. On fait de la pub télé en ce moment, sur laquelle on vient plugger nos systèmes de motorisation, nos systèmes de commande, et également des systèmes qui sont des systèmes tiers, des partenaires qui utilisent cette technologie, de façon à créer un écosystème riche autour du bâti pour apporter du confort, de la sécurité, du bien-être et du confort énergétique et climatique. On va passer à la suivante. Alors aujourd'hui, le groupe, c'est environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 59 pays. Le business de Somfy est quand même principalement barycentré en Europe. La France doit peser autour de 25% de notre chiffre d'affaires, vient derrière l'Allemagne, la zone DACH, et puis l'Europe du Sud. Ce sont des marchés où on trouve beaucoup de stores et de volets roulants. Comme c'est notre activité principale que de motoriser ces devices-là, très logiquement, on est barycentré sur ces géographies. On va passer. À nouveau, vous aurez les slides, donc vous pourrez les regarder tranquillement. On va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en termes de marché, on est clairement sur le marché du résidentiel, essentiellement. Aujourd'hui, le résidentiel, c'est environ 80% de nos volumes, de nos ventes. Sur le résidentiel, on va distinguer le neuf, qui est à peu près 40%, et beaucoup la rénovation. Donc, quand on vous parle de rénovation du bâti, vous voyez que pour nous, c'est un marché absolument clé. Et le fait d'être présent à la fois en neuf et en rénovation, c'est aussi un moyen d'être, je dirais, d'assurer une croissance durable, rentable pour l'ensemble du groupe. Alors, on a autour de ces activités home and building la motorisation, hein. Donc, on ne fabrique pas de store, on ne fabrique pas de volets roulants, on fabrique des moteurs qui sont intégrés dans des stores des volets roulants, mais également des produits dits d'intérieur, donc des Vénitiens. On travaille aussi évidemment sur les store-bands, sur les pergolas, enfin tout ce qui se motorise autour de l'occultation, de la fermeture. Ensuite, on a une activité accès et sécurité. Donc là, on va s'intéresser au système d'ouverture et de fermeture des portails, des portes de garage. Et puis, on a une offre sécurité qui permet de piloter, de garder un œil sur sa maison et de déclencher des alarmes en cas d'intrusion. Ensuite, on a une troisième activité qui est transverse, qui est l'activité connectée. Donc, on a développé des briques qui viennent finalement nourrir les propositions de valeur Home and Building et Access Security autour donc de ce que vous voyez là, qui est notre produit iconique, la box Tahoma et son apps, qui permet de piloter l'ensemble des devices du groupe. En termes de business, on a à peu près 80% de chiffre d'affaires sur la première activité, un petit 20% sur la partie Access and Security. En termes de setup, donc bon, je vous l'ai dit, on est présent un peu partout dans le monde. On a 17 centres
R&D. À nouveau, la seule façon de rester leader, c'est d'innover. Et on place nos centres de recherche à côté de nos clients pour bien comprendre leurs usages, leurs besoins et adapter nos solutions. On a derrière un setup industriel qui est composé de 8 usines. Là, pareil, on les met à proximité des centres de consommation et on a un gros network logistique qui nous permet de délivrer nos produits en 48 heures un peu partout dans le monde. On va aller sur le dernier slide qui est très important. Alors, je vais prendre peut-être 2 minutes. Ce qui est très important de comprendre dans nos canaux de distribution, c'est tout d'abord, Somfy, c'est une société qui est une société B2B. Vous voyez que 94% de nos volumes passent par des industriels et des installateurs. La partie B2C, celle que vous retrouvez chez Leroy Merlin, Casto ou Amazon, c'est environ 6% des ventes du groupe. Donc, on va se focaliser sur la partie supérieure. Nous, notre métier, c'est de concevoir des moteurs et des systèmes de commande que nous vendons à des industriels qui les placent dans leur volet roulant, dans leur storeban. Et ensuite, une fois qu'ils ont réalisé ce produit complet, ils le vendent à un installateur qui, derrière, réalise la pose chez le particulier. On a mis en place très tôt dans notre histoire un système dit de push-pull, c'est-à-dire qu'on a fait de la communication télévisuelle, grand public, auprès des consommateurs, pour leur dire acheter des systèmes, des volets roulants motorisés, des storebands motorisés à des installateurs experts, qualifiés, qui eux-mêmes se sourcent auprès d'industriels qui utilisent nos solutions. Et ce modèle-là a fait, je dirais, la très forte croissance qu'a connue le groupe ces dernières années. Et on continue d'animer l'ensemble de notre distribution de cette façon-là. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on fabrique du muscle, on fabrique des contrôles, mais on ne fabrique pas de produits porteurs, on fonctionne avec un écosystème d'intégrateurs. Voilà pour la présentation du groupe. Si vous avez une question ou deux, peut-être, c'est clair? Ça répond au cahier des charges, Simon? C'est parfait. Yeah. Alors, on passe sur le cas pratique avec Émeric. Voilà, effectivement, merci Grégoire. Dans cette seconde partie, on souhaitait vous partager un exemple de projet mené actuellement au sein de l'équipe innovation et pour répondre à des enjeux forts et notamment ceux de l'énergie, de l'efficacité énergétique et puis du confort thermique dans le résidentiel collectif. Vous savez qu'en 2050, 2050, oui, il devrait y avoir 5 fois plus de jours de vagues de chaleur qu'aujourd'hui. On est en train d'en vivre une grosse actuellement, et adapter nos bâtiments aux vagues de chaleur et au changement climatique fait vraiment partie de nos enjeux chez Somfy aujourd'hui. Et on pense que l'enveloppe du bâtiment doit être beaucoup plus active et intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc un exemple, donc Eco-Living Lab, concrètement, il s'agit d'une expérimentation grandeur nature qui consiste à équiper un panel important de logements habités, donc ça c'est vraiment important, avec nos différents types de capteurs de température, luminosité, consommation, etc., nos motorisations, la box Taoma dont parlait Grégoire tout à l'heure, et tout ça pour piloter les volets roulants de tous ces logements avec des algorithmes intelligents. La prochaine slide. Ouais, super. Donc, il y a plusieurs objectifs à ça. Déjà, des objectifs techniques. Et forcément, on va vouloir prouver in vivo avec des données qui soient tangibles que la gestion automatique réagissant en temps réel offre des bien meilleures performances qu'une gestion plutôt manuelle et puis dépendante de l'habitant. Donc, avec des résultats, on est capable de quantifier l'économie d'énergie et puis aussi le gain en confort thermique. Mais oui, il y a aussi un objectif qui, on va dire, est plutôt orienté client, parce qu'on souhaite vraiment prendre en compte le facteur humain dans cette expérimentation. Et on souhaite du coup aussi identifier les fonctionnalités qui vont être plutôt bien acceptées et d'autres fonctionnalités moins bien acceptées par les usagers, et ce qui nous permettra par la suite d'ajuster nos futures offres chez Somfy. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc, concrètement, cette expérimentation donc, qui débute là, Somfy installe, prend en charge l'installation en fait, de tous les produits. On a des échanges qui sont réguliers avec chacun des occupants de tous ces logements, avec notamment des entretiens
assez poussés au départ pour bien comprendre les habitudes, puis des entretiens réguliers pour suivre l'évolution des usages et puis aussi suivre l'acceptabilité de ces occupants face à l'automatisation. Forcément, toutes les données, elles remontent en automatique chez nous et puis sont traitées. Tout ça va durer 3 ans jusqu'à la fin, du coup, où l'objectif, c'est d'être capable, comme je le disais tout à l'heure, de quantifier les réductions d'énergie, réduction de la consommation et puis les gains en confort thermique. Et puis la dernière slide pour vous expliquer un peu la cible. Donc on vise du logement plutôt résidentiel collectif autour de 200 logements. Aujourd'hui, on est en train d'en équiper une centaine. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais il y a certains d'entre vous êtes intéressés par cette initiative et souhaitent potentiellement participer, n'hésitez pas à nous contacter. Et nos logements sont répartis dans quatre zones géographiques qu'on voit ici, donc autour de Paris, donc en région parisienne, dans l'ouest, autour de Bordeaux, dans le sud, du côté de Marseille, et puis enfin en Haute-Savoie, autour de Cluse, puisque c'est ici que nous sommes, que le siège de Somfy est positionné. Donc voilà, donc plusieurs enjeux qui sont, il me semble, assez concordants avec le lab des logements innovants et notamment donc, les enjeux autour de la rénovation et puis du coup, vous l'avez compris, autour de la performance énergétique. Voilà. Merci beaucoup, Aymeric. Est-ce que ça soulève peut-être des réactions, des questions, des échanges? N'hésitez pas à prendre la parole pour échanger. On peut se laisser quelques minutes. Sinon, s'il n'y a pas de réaction. On a conscience on va fonctionner en écosystème chez nous. Et donc, on est très heureux de vous retrouver parce qu'on pense qu'autour de la table, il y a potentiellement des gens, des business, des approches qui peuvent nourrir cet écosystème-là. C'est clairement ce qu'on vient chercher. Et également, si vous voyez des points de contact avec nous, on sera très heureux de les étudier. Moi, j'avais une question par rapport à la technologie des capteurs que vous employez dans les bâtiments. On est sous quel protocole de communication? Alors, c'est le protocole Somfy IO. Okay. C'est notre protocole, oui. Alors, on utilise aussi, notamment pour le capteur de présence, on avait besoin de quelque chose d'assez performant et on a un capteur du coup Zigbee. Notre box Taoma, elle est compatible avec Zigbee, donc on a notamment ce capteur-là, effectivement, qu'on utilise dans Zigbee. Dans les capteurs de température aussi. Les températures, c'est avec notre protocole, c'est nos capteurs à nous, le SunTaste en l'occurrence, qui fait capteur de luminosité et puis température, donc deux en un, et c'est protocole IO, donc propriétaire Somfy. D'accord, ok. Et je rebondis par rapport à l'écosystème, je serais ravi de vous rencontrer puisque je suis savoyard et voisin à Fribourg, donc voilà, ce serait... Super. Bienvenue. Super. On favorisera les connexions. Est-ce que justement, vous nous avais présenté 4 zones d'intervention prioritaires qu'on voit sur cette carte? Est-ce qu'il y a des perspectives de développement ailleurs? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est exclusif? Alors c'est vrai qu'on a priorisé ces quatre zones qui nous paraissaient intéressantes par rapport à cette étude-là. Après, l'objectif, c'est vrai que pour, on va dire, faciliter notamment les interventions et puis le suivi avec les occupants, c'est vrai qu'on essaye en fait de plutôt regrouper les différents logements dans ces 4 zones-là. Voilà. Après, pourquoi pas ouvrir si effectivement il y a des opportunités qui pourraient nous paraître intéressantes. Je me permets d'intervenir. C'était principalement, salut Greg et Eric, c'était principalement pour organiser le diffus en fait. Les recrutements dont on a parlé, ils sont pas focalisés sur un bâtiment, mais ils sont diffus dans les zones que vous voyez là. Donc voilà, après si on a un bâtiment complet et qu'il présente un intérêt, etc., ça peut se réfléchir, mais pour nous c'est une question de facilitation de mise en place. Ok.
Merci beaucoup. Il y a Fanny Dedorme qui doit nous rejoindre de la RIVP, avec qui on échange sur le développement de démonstrateurs face aux enjeux d'adaptation. Alors la RIVP, c'est un patrimoine parisien, donc on est dans une des cibles, donc ça fonctionne, mais c'est des enjeux qui sont évidemment supranationaux et qui touchent tous les bailleurs, tous les promoteurs. Donc d'abord, merci de rejoindre le lab, de participer à cet écosystème, et on s'attachera autant que possible à vous favoriser ces connexions pour que la promesse, est ce que vous appelez de vos voeux, se développe, parce qu'on ne peut que confirmer que c'est un enjeu d'actualité pour tout le monde en ce moment. Ok, merci. Donc, oui, Gabarit, on est une société filiale de Vinci qui est spécialisée dans la data immobilière. On a 2 métiers. On développe des solutions SaaS qu'on déploie chez nos clients et on fait des audits de patrimoine. Et c'est plutôt sur cette partie-là que je voulais vous intervenir pour vous présenter quelques-uns de nos travaux et de ce qu'on fait, notamment sur tout ce qui est adaptation climatique et biodiversité. Peut-être au préalable vous faire un rapide vue globale des approches qu'on a. Donc notre approche, c'est une approche grande échelle sur les patrimoines qui font plusieurs centaines, plusieurs milliers de lignes. On travaille avec des clients comme Orange, comme Saint-Gobain, Vinci Autoroute, ou des bailleurs sociaux, certaines filiales d'Action Logement avec qui on travaille. L'idée, c'est l'intelligence de la data pour bâtir une vision patrimoniale opérationnelle. Ce sont des audits data-driven pour identifier les actifs qui sont en situation de criticité ou en situation de potentiel. Je passe les grands enjeux des propriétaires, qui soient planification technique et financière des enjeux environnementaux, Lausanne ou les contraintes réglementaires. L'idée, c'est chez Gabarit, c'est en plus des données d'exploitation qui sont disponibles chez nos clients, de leurs actifs immobiliers, c'est de pouvoir apporter des données sur les sujets de valorisation immobilière, de transition écologique ou d'adaptation au changement climatique. Je vais m'appesantir là dans la présentation sur les 2 derniers, avec des exemples concrets. Juste rapidement quand même vous parler de ce qu'on fait aussi sur les sujets de valorisation immobilière. Chez Gabarit, on récupère beaucoup de données sur les documents d'urbanisme qu'on numérise. On récupère des données sur les risques, les emplacements réservés, les protections environnementales, mais aussi tout le marché immobilier résidentiel et tertiaire. Et donc, on est capable de projeter le potentiel d'un actif immobilier, soit en transformation, en densification. On est capable d'indiquer la valeur vénale, la valeur locative moyenne d'un actif immobilier. Donc ça, c'est une partie de notre activité. C'est tout ce qui est valorisation immobilière. Donc parmi les 2 autres champs, il y a tout ce qui est transition écologique. Alors c'est un thème un peu vaste, donc je vais réduire les thématiques sur lesquelles on est capable techniquement et avec nos données d'intervenir. Beaucoup sur des sujets d'occupation des sols, être capable sur un grand parc immobilier de screener l'occupation des sols, qu'est-ce qui est bâtimentaire, qu'est-ce qui est planté, qu'est-ce qui est imperméable, et du coup pouvoir construire des scores de biodiversité internes des sites, mais aussi des scores de biodiversité autour des sites, avec les enjeux de biodive autour des sites, les enjeux de renaturation. Et puis, on a une casquette, j'y reviendrai un petit peu, sur le métier, sur la partie potentiel photovoltaïque des actifs immobiliers. Sur la question de l'adaptation climatique, j'y reviendrai plus en détail aussi après, mais comment on qualifie à l'échelle de grands parcs immobiliers les sujets d'exposition aux aléas climatiques et de vulnérabilité des parcs, sachant que chaque parc immobilier a ses spécificités. Quand vous travaillez un bailleur, c'est pas la même chose du tout que quand vous travaillez évidemment avec un retailer. Donc voilà, ça c'est juste le panorama. L'idée, c'est d'avoir une approche un peu décloisonnée d'un parc immobilier avec un certain nombre d'indicateurs pour apporter une approche un peu plus transversale sur des parcs immobiliers. Alors pour rentrer sur des exemples un peu concrets,
sur la partie biodiversité pour vous expliquer ce qu'on a pu faire avec certains clients. Là, c'est un parc plutôt industriel, mais c'est comment, à partir de l'analyse de l'imagerie aérienne, on est capable de caractériser l'occupation des sites. Et ça, on est capable de le faire sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'actifs immobiliers, de faire remonter des indications, soit d'indices de biodiversité à partir de l'occupation des sols de ce parc, mais aussi des enjeux autour des sites. Un certain nombre de grands comptes ont besoin, pour leur rapport annuel, mais aussi pour construire leur stratégie RSE, de construire des premiers indicateurs, et des retailers avec qui on a travaillé qui n'avaient aucune appréhension de la manière dont était ventilée l'occupation de leur site en termes de surface perméable, imperméable, végétale, strates arbustives, voilà. Donc, comment on construit un plan de biodiversité? Typiquement, on va essayer de caractériser les enjeux intrinsèques. Donc, les enjeux intrinsèques, ça va être par exemple des scores MSA ou des coefficients de biotope sur chacun des sites. On va croiser ça avec la proximité à des linéaires d'infrastructures comme le réseau ferré, qui peuvent être support de biodiversité, des espaces verts remarquables, puisque nous, on embarque toute cette donnée qui sont dans les différents documents d'urbanisme, les zones humides avérées, et donc ou les cours d'eau, et on va être capable du coup de dire voilà, il y a des enjeux qui sont des enjeux internes au site ou à proximité du site. On mappe aussi toutes les aires de protection autour des sites. Donc, quand vous êtes à proximité d'un arrêté de biotope, quand vous êtes à proximité d'une ZICO, une zone de protection pour les oiseaux, on est capable de vous mapper tout ça et de vous faire remonter ces sujets. Et donc, en croisant les enjeux qui sont intrinsèques au site et les enjeux qui sont extrinsèques, on est capable de construire un plan de priorisation et de dire, typiquement, là, l'image que vous voyez, c'est de dire que un site industriel comme celui-ci, il y a des aires qui sont pas exploitées pour l'activité, qui sont très peu exploitées en termes de potentiel de végétalisation et de biodiversité. Et ça, on est capable de les identifier en volume à partir de nos outils. Et donc, tout de suite, de détecter des sites qui ont des potentiels. Donc, des sites qui ont des leviers d'action en les priorisant en fonction des enjeux autour des sites. Voilà. Premier exemple d'approche. Je ne sais pas si sur ces sujets biodiv, vous avez des questions. Sinon, je passerai à la suite. Pas de questions, mais c'est intéressant pour la Fédération des ESH en tout cas. Sur la partie photovoltaïque, on a travaillé beaucoup avec plutôt des emprises retail ou industrielles, mais on est capable de transposer ça sur le logement, en récupérant des informations de post-source et de consommation des sites. On est capable de projeter, de caractériser. Il y avait des sujets qui sont des sujets, par exemple, loi APER qui se pose à un certain nombre d'industriels, mais pas que, tout propriétaire de parc immobilier, sur des sujets qui sont de surface de toiture ou d'emprise de parking. Et là, on est venu caractériser, comme vous le voyez, les bâtis avec les toitures, l'obstruction des toitures, les pentes de toiture, les orientations des toitures, les emprises au sol avec les espaces verts, les espaces de stationnement, les espaces de stockage, et en fonction des consommations du site et des postes sources, on est venu projeter des profils et dire, voilà, là, il y a des potentiels de déploiement de photovoltaïque, et en fonction des surfaces qu'on peut développer, on arrive à des seuils critiques ou pas pour faire rentrer des tiers investisseurs ou pour de l'autoconsommation en auto-investissement, en crédit bail. Voilà. Bon, après, on aide en fonction des caractéristiques du parc et des velléités du client, du propriétaire. On peut commencer à établir ensemble des stratégies de déploiement de ces installations photovoltaïques. Donc, vous voyez, on est toujours sur une approche qui est... nous, on ne rentre pas dans le bâtiment. On est sur une approche qui est l'enveloppe du bâtiment, les espaces extérieurs et l'environnement du bâtiment pour déployer des solutions d'analyse de parc immobilier.
Et peut-être dernier sujet que je voulais vous présenter, c'est sur les plans de priorisation des aléas climatiques. On propose des modèles qui sont des modèles de première approche macro, qui sont un premier travail à réaliser pour pouvoir identifier les sites sur lesquels il y a des enjeux de priorisation, et notamment pour passer derrière à des échelles d'audit de sites, en allant sur site, en caractérisant sur site l'actif. Ça, c'est la deuxième partie. Nous, ce qu'on va apporter, c'est une approche macro, et leur permettre d'identifier les sites qui sont en plus grande vulnérabilité et prioriser les actions à mener sur un parc immobilier. Donc là aussi, quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de lignes, comment on identifie les sites à prioriser. Donc, classiquement, vous connaissez sans doute ces sujets. Là, nous, on a développé un modèle où on se base sur une quinzaine d'indicateurs qu'on est capable de collecter assez facilement sur les bâtiments. Parce que c'est du logement, du bureau, de l'activité, les années de construction, les surfaces, les hauteurs, est-ce qu'il y a des sous-sols, est-ce qu'il y a des ascenseurs, est-ce qu'il y a les typologies de fondation. Et en fonction de ça, on va pouvoir projeter évidemment des expositions. Bon, ça, c'est en dehors des caractéristiques du bâtiment, mais surtout des vulnérabilités du système, du bâtiment, et donc vous faire un diagnostic des risques. Vous voyez les diagrammes araignées là, qui explicitent ce croisement. Ces plans, on va les construire à partir de 7 principaux aléas climatiques qu'on va construire sur un horizon plutôt 2050, mais on est capable de transposer à plus court terme, si vous voulez, des approches 2030. Ils sont sur des objectifs TRACT, des objectifs traduction TRACT des scénarios GIEC. Et puis, on est capable de délivrer des matrices de scoring en situation actuelle, en situation future. Voilà. Donc ça, ce sont des données qui sont exploitables. On a aussi dans nos plateformes SaaS la possibilité de vous délivrer toutes les analyses dont je viens de vous parler dans des plateformes qu'on délivre nous et qui permettent à vos équipes en partage de visualiser l'ensemble du parc immobilier et des analyses qu'on aura pu produire. C'est ce qu'on fait avec des groupes comme Orange, avec des groupes comme Saint-Gobain. On a beaucoup travaillé sur leur patrimoine, à faire un référentiel de données, à faire remonter des informations, et derrière, on est capable de projeter ça dans nos outils, nos SaaS, et de permettre aux équipes, soit des directions immobilières, des directions financières, mais aussi des directions RSE. Et souvent, l'intérêt, c'est de partager entre ces différentes directions les différentes analyses qu'on est capable de porter et que je viens de vous présenter. Vincent, peut-être, est-ce que cette analyse elle est dynamique? Est-ce qu'elle évolue dans le temps ou est-ce que c'est un audit fixe à une date donnée et une période donnée? Alors, tout l'intérêt, elle peut, en général, on l'a fait à un instant T, elle peut être mise à jour, évidemment. L'intérêt aussi d'embarquer ça dans les plateformes, c'est que vous avez une mise à jour qui se met automatiquement, ou en tout cas à une fréquence qui est la fréquence qui est souhaitée par le client. Donc ça peut être les deux pour répondre à la question. Et oui, typiquement, quand vous faites des sujets de valorisation ou quand vous faites des sujets sur la biodiversité, le parc il évolue. Les propriétaires réinvestissent leur parc, donc il faut renumériser, il faut mettre à jour la donnée. Souvent, une fréquence à 1 à 2 ans, ce sont des fréquences qui sont, en tout cas sur tout ce qui est biodive et aléas climatiques, en fonction de l'évolution de réinvestissement du compte sur son patrimoine, on peut mettre à jour. Et au-delà de la priorisation des actifs qui sont les plus les plus à risque, est-ce qu'il y a déjà des premières pistes d'amélioration à court terme, moyen terme ou long terme qui peuvent être développées grâce à l'outil, ou ça c'est un autre travail qui vient en complément? Alors c'est souvent un travail qui vient en complément après. Alors on peut donner par exemple sur les aléas climatiques, sur la biodiversité, on peut tout de suite identifier des sites avec des emprises leviers. Donc il y a quand même des choses très concrètes qu'on peut mettre en place. Sur le photovoltaïque, je vous ai montré, on est capable d'identifier les emprises, on est capable d'identifier les surfaces déployables, on est capable de financiariser un certain nombre d'investissements en CAPEX en fonction de c'est une installation en toiture, c'est une installation en ombrière, en car park. Donc il y a des CAPEX qui sont projetables.
Sur la partie aléa climatique, on va pouvoir identifier, en fonction de la donnée qui nous est transmise par le client, quelques leviers sur les grands indicateurs, les grandes caractéristiques du bâti. Maintenant, souvent, pour bien caractériser les actions sur les aléas climatiques, on a besoin d'un audit de site. Donc l'enjeu va être plutôt de passer d'un enjeu de cible, de priorité, de sites prioritaires à une échelle macro, à des audits de sites pour entrer très concrètement dans les actions. Très clair, merci. Est-ce que ça ouvre d'autres questions, d'autres échanges, cette présentation? Peut-être une dernière question de mon côté, ça tu le disais, c'est adaptable autant sur un parc d'actifs tertiaires, industriels, logements, peu importe la nature du parc. Cette analyse, elle est réalisable? Oui, tout à fait. Alors, on adapte les critères, on adapte les méthodologies. Vous avez même des acteurs qui ont des parcs qui sont très diversifiés, un peu de tertiaire et un peu de logement, et donc il faut pouvoir s'adapter à ces analyses. Ouais. Donc, tout ce que je viens de vous présenter peut s'adapter. Super, merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis donc Sébastien Bufflier, je suis cofondateur de Yord, une entreprise qui est basée à Fribourg en Suisse, et je vais vous parler en fait de décarbonation des bâtiments. Yord est né d'un constat il y a 6 ans maintenant. Les bâtiments consomment trop d'énergie. Et aujourd'hui, principalement, cette énergie surconsommée est due au système de chauffage pour plus de la moitié, puisque pour vous donner un ordre de consommation, plus de 50% de l'énergie consommée dans un bâtiment est pour se chauffer. Et les hivers ont radicalement changé, puisque le système de chauffage sur chaufferie et système hydraulique fonctionne avec majoritairement une sonde extérieure qui donne une information, une température extérieure vers une courbe de chauffe, qui est une loi d'eau. Et c'était inventé dans un système où les hivers, on avait besoin de se chauffer du mois de novembre jusqu'au mois de mars avec une amplitude thermique dans la journée qui était de quelques degrés. Tout ça a changé depuis un certain nombre d'années, puisque au plein mois de janvier, maintenant, on peut avoir moins 3 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi, et il n'y a aucun système de chauffage qui est élaboré pour anticiper cette amplitude et donc l'inertie des bâtiments. Pour vous donner un ordre de grandeur, la surconsommation des systèmes de chauffage, donc ce qui est du gaspillage et non pas du confort, c'est aujourd'hui en France l'équivalent de 5,8 milliards de francs, ce qui représente en tonnes de CO2 l'équivalent de quasiment 12 millions de tonnes de CO2 et principalement émis par des énergies fossiles, puisque plus de 50% en Europe de la production de chauffage est faite par des systèmes fossiles. Et selon toutes les trajectoires que l'on souhaite et les objectifs, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, à l'allure et au rythme actuel du changement des chaudières à gaz et au mazout par des systèmes chauffage à distance ou PAC,
il nous faudrait plus de 50 ans, voire plus de 100 ans, rien que dû à un problème de main-d'œuvre et de société. Donc, le remplacement prend trop de temps et c'est pour ça, pour battre sur le défi qui est des économies d'énergie, qui est une problématique de chauffage mal régulé, de bâtiments mal isolés et d'utilisateurs qui, on l'a vu dans la crise climatique, on a essayé de baisser les consignes, se plaignent d'avoir froid. Il est difficile d'allier économie d'énergie et confort. Et ce qu'on a cherché à réaliser chez Yorb, c'est d'apporter une solution immédiate d'un optimiseur de chauffage qui comprend des algorithmes et une intelligence artificielle et qui va piloter n'importe quel type de chauffage pour n'importe quel type de bâtiment sans modification d'installation. Cet optimiseur, en fait, c'est un transfert technologique d'algorithmes qui étaient employés dans la chimie et qu'on a transféré, en fait, vers le bâtiment. Donc, c'est un algorithme qui est robuste et qui nous a permis tout de suite d'apporter une réponse. Alors, comment ça marche? On va installer quelques capteurs sans fil dans le bâtiment. Grosso modo, un capteur tous les 250 mètres carrés, ce qui représente à peu près un seul tiers de la surface globale d'un bâtiment, pour relever en fait toute la question de la température, la distribution de la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et on va placer le contrôleur, la grosse boîte grise qui est en chaufferie entre la sonde extérieure et la chaudière. On va récupérer ces données. On va récupérer aussi des données sur la boucle d'eau, donc température de départ, température de retour. Ça va nous donner le delta T. Et puis, on va remonter toutes ces datas avec des datas météo du bâtiment et sa situation géographique par un partenaire qui s'appelle Météotest, via la box que vous avez là, qui est une box LoRaWAN de communication avec une clé 4G qui remonte des données sur un serveur en Suisse, puisqu'on est pour la souveraineté des données. Et donc, on stocke toutes nos données aujourd'hui chez Infomaniac à Genève. Toutes ces données, en fait, nous permettent de faire ensuite, pendant 4 semaines, donc c'est très rapide, 4 semaines, une modélisation. Donc, on va comprendre, en fait, l'inertie thermique du bâtiment par rapport à l'ensoleillement, par rapport au vent, par rapport à toute son enveloppe et son inertie thermique. Et donc, on va faire un jumeau numérique. Et au bout de ces 4 semaines, on va appuyer sur le bouton optimisation. Et ça, c'est l'algorithme qui va prendre la main sur le système de chauffage et qui va réguler automatiquement et d'une manière autonome le système de chauffage. Le système est universel. Il nous faut une journée et demie pour installer sur un bâtiment de maximum 4000 m². Et comme on a développé notre hardware et qu'on le conçoit et qu'on le fabrique en Suisse, ça nous permet d'avoir un approvisionnement le plus local possible. Et comme on maîtrise ces éléments-là, on arrive à les garantir 5 ans parce qu'on est contre l'obsolescence programmée. Et donc, c'est pour cette raison qu'on garantit 5 ans notre matériel. Les capteurs température, humidité, on avait besoin d'un retour d'expérience et d'une fiabilité sur le long terme. On s'est appuyé sur une société qui s'appelle Atsim et qui fabrique à côté d'Annecy les capteurs LoRa et qui nous permet d'avoir cette fiabilité puisque la société est créée en 1992. Donc, on sait aujourd'hui la durée de vie des capteurs, c'est entre 8 et 10 ans. Ensuite, on a une plateforme où là, on va pouvoir monitorer, piloter, mettre les températures de consignes, de nuit, de jour, de week-end, les absences pour les écoles, par exemple. Rentrer en une seule fois, le concierge va rentrer en fait les périodes d'absence, les périodes de vacances, pardon, et l'algorithme va automatiquement les prendre en considération. On va pouvoir monitorer l'ensemble d'un parc ou un bâtiment. On va pouvoir regarder les historiques et les répartitions de chaleur et de confort par rapport aux différents étages. Et puis, on va surtout pouvoir monitorer ici les températures de départ et températures de retour par rapport à une température extérieure. Et grâce à ça, en fait, de piloter, d'observer le pilotage de l'algorithme et de son efficacité. L'impact, c'est 18,6% d'économie, c'est 2 ans et 3 mois pour le retour sur investissement. Et l'hiver 2024-2025, on comptait une centaine de bâtiments. Aujourd'hui, on en compte 4 fois plus. C'est l'équivalent de 4 tonnes de CO2 non émis chaque année par bâtiment. Notre capacité de déploiement, c'est l'exemple, on travaille avec une caisse de pension d'État et on a déployé 25 bâtiments, 100 000 m². Ça équivaut à peu près 324 appartements en l'espace de 6 mois pour faire en sorte que l'hiver dernier, on puisse optimiser le parc de bâtiments. Un exemple aussi qui peut parler pour les bailleurs sociaux. Là, on est sur des immeubles qui sont à la chaux de fonds. L'équivalent de 10 000 m², c'est des logements à loyer modéré. Et ils avaient une surconsommation à cause d'une chaudière à gaz qui distribuait en fait toujours la même température entre 50 et 60 degrés.
Et grâce à notre système, en l'espace de quelques mois, on a économisé 21% sur les factures de gaz. Un autre exemple aussi sur une maison de retraite en altitude, à 1500 mètres d'altitude à Nanda, où là, on est vraiment sur une distribution assez différente, puisqu'on a des logements, on a des restaurants, on a une banque, et donc on arrive à piloter en fait les différents groupes de distribution pour optimiser la consommation de chauffage et surtout maintenir une température de consigne qui soit confortable pour les différents usages. Hop. Et puis, donc là, on est à 31% d'économie. Un bâtiment administratif à Lausanne qui appartient à l'État, dont on fait 16% d'économie. Et puis, comme en 2050, en tout cas en Suisse, 70% des bâtiments seront encore des anciens bâtiments et qu'on ne va pas raser le patrimoine historique, il va falloir traiter la décarbonation des bâtiments historiques. Et ça, c'est la démonstration qu'on est capable de le faire, puisque l'inertie de ces bâtiments est fabuleuse et on arrive, grâce à notre système, à faire 25% d'économie sur un hiver vérifié par une ingénierie, puisque la consommation était suivie des années antérieures par cette ingénierie qui a confirmé l'économie de 25%. Et puis une dernière chose importante, pour passer sur la transition énergétique des pompes à chaleur et le raccordement de chauffage à distance, la notion de puissance est importante. Puisque auparavant, le surdimensionnement d'une chaudière à gaz ou au mazout, ça ne coûtait pas très cher, donc ce n'était pas grave si on surdimensionnait. Aujourd'hui, une pompe à chaleur ou un raccordement au chauffage à distance, qui est pour plusieurs années, qui coûte des milliers d'euros pour des grands bâtiments, ne pas savoir anticiper le besoin de puissance en instantané, c'est forcément un budget qui explose. Et en fait, on a raccordé à notre système des compteurs de puissance, on aura, et on remonte par rapport sur des périodes d'un hiver ou 2 hivers, l'ensemble de la puissance en instantané d'un bâtiment optimisé par l'IA. Et ça permet de faire des économies de factures, en tout cas de souscription ou de dimensionnement de 12 à 30%. Aujourd'hui, on travaille principalement pour des communes et des États en Suisse. On devrait travailler avec une collaboration avec une commune de la métropole de Tours, et on travaille aussi avec des fonds immobiliers et caisses de pension d'État. On existe depuis 5 ans. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Peut-être un tout petit mot sur votre stratégie de déploiement sur le parc français. Est-ce qu'aujourd'hui c'est disponible? Est-ce que quel est votre stade de déploiement? Oui, alors tout récemment, on a signé un premier partenariat de distribution et de collaboration commerciale avec la société Atim, qui est un réseau d'intégrateurs en fait dans la Smart Building. Et on a des discussions aujourd'hui avec des sociétés qui sont des intégrateurs dans le Smart Building pour intégrer notre solution, puisque on peut se coupler à tout capteur sur le marché qui soit, alors facilement aujourd'hui il aura, à voir avec d'autres pour récupérer cette donnée, et puis on va directement en chaufferie. Je vous donne l'exemple, c'est un groupe hôtelier qui a équipé de capteurs de température et d'humidité, et nous on n'a que besoin d'aller dans la chaufferie pour se raccorder à la sonde extérieure et à la régulation, et mettre un contrôleur sur la boucle d'eau, et on optimise. Et donc, on a une vitesse de déploiement qui est rapide et qui ne péjore pas l'opérationnel. Et aujourd'hui, notre technologie, elle peut se déployer sur n'importe quel pays d'Europe. Et la France est prévue en 2027 avec une accélération, puisqu'on va lancer notre série A pour la France, la Belgique, et on vise aussi le United Kingdom, qui est aussi des grosses problématiques de consommation et de surconsommation. Et une petite parenthèse aussi dans notre déploiement, on est aujourd'hui soutenu par un énergéticien en Suisse en tant que minoritaire pour pouvoir nous aider à déployer notre solution. Merci. Est-ce que ça ouvre des questions? Moi, j'en ai une. Vous avez évoqué l'équipement d'appartements. Et je voulais. Je comprends qu'on puisse réguler la température globale dans un tertiaire, mais quand on se met à toucher à la régulation dans un appartement avec des occupants, je voulais savoir comment ça se passait et comment c'était accepté, votre solution. Alors aujourd'hui, on travaille en partenariat avec les régions. Alors,
les mandats se font par les propriétaires. Donc les caisses de pension nous mandatent et ensuite on collabore avec les régies pour définir où on va placer un capteur. Très souvent, le capteur il se trouve dans le séjour de l'appartement et c'est la régie qui prend contact avec les locataires pour prendre rendez-vous avec le locataire. En amont, il y a un document de communication et de présentation auprès du locataire de l'usage en fait de ce capteur. Et notre objectif en fait, c'est de ne pas produire la chaleur, la température d'eau en anticipation. Ça n'empêche pas que les vannes thermostatiques puissent fonctionner et puissent être réglées, puisque elles vont réguler une température à l'intérieur du bâtiment. Nous, ce qu'on va faire en sorte, c'est que la production de chaleur ne soit pas faite et ne se retrouve pas dans les gaines techniques. Où en fait, là, on a une déperdition d'énergie parce qu'on n'est pas livré dans les radiateurs, mais en fait, la chaleur, elle se retrouve quand même produite et elle se retrouve quand même dans les gaines techniques ou dans le chauffage au sol. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que l'inertie du bâtiment fait que très souvent la sonde est placée au nord, elle a l'information au dernier moment, et donc on a quand même un manque de considération de la température, de la chaleur qui peut provenir du soleil ou à la limite de l'influence de la bise, qui peut faire chuter les températures. Donc c'est ces éléments-là d'anticipation sur la production de chaleur et non pas sur le pilotage pièce par pièce. Nous, on ne va pas piloter pièce par pièce. D'accord. Anticipation à la production, et ensuite, c'est le résident de l'appartement qui décide de la consigne qu'il veut et vous lui attribuez les calories dont il a besoin. Ok. Moi, j'avais peut-être une question sur le coût et sur le modèle de rémunération. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour équiper le parc? Et après, derrière, comment est-ce que vous rémunérez? Est-ce que vous prenez une quote-part des gains que vous faites gagner à l'occupant? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, on a deux modèles d'affaires. On a un modèle d'affaires pour tout ce qui est collectivité publique, puisque les collectivités publiques ne veulent pas en fait de récurrence et d'opérationnel. En tout cas en Suisse, c'est quelque chose, ils veulent l'investir et récupérer 100% des fruits. Donc on a un modèle où ils achètent le matériel et un abonnement récurrent assez faible qui représente à peu près entre 15 et 20% de l'économie réalisée, qui va être l'accès à la plateforme, le suivi par un rapport du bâtiment et des économies et des recommandations. Donc ça, c'est le premier modèle d'affaires. Le prix est calculé, grosso modo, on retrouve à 2 ans et demi le retour sur investissement. C'est ce qui est le prix. Si on doit donner un ordre de grandeur en termes de prix, c'est comme ça qu'on calcule. Parce qu'on part du principe que si on veut déployer nos technologies pour atteindre notre mission et notre vision qui est de décarboner le plus vite possible les bâtiments, parce qu'on a démontré qu'on tenait la promesse, aujourd'hui, il faut que ça se déploie vite. Et donc, le calcul, il est fait pour un retour sur investissement rapide pour que les gens ne se posent pas la question du prix. On aille vite, en fait. Et l'autre système, on a un système qui est un contrat de performance parce que les grands propriétaires sont Edmond Rothschild ou Realstone ou d'autres, hein, qui sont les grands propriétaires de caisses de pension ou autres, eux, ils ne veulent pas investir d'argent parce qu'il n'y a pas de retour sur l'investissement et donc il n'y a pas de rendement sur le capital investi. Par contre, ils veulent bien décarboner. Et comme c'est les locataires qui bénéficient des économies, eh ben, en fait, il y a un problème, c'est que ils disent non, on n'investit pas. Et dans ce schéma-là, on a pris un pari, c'est nous qui investissons. On investit en matériel pour le propriétaire nous donne l'ordre, et puis ensuite, on va installer le matériel et on va facturer à l'année 1,15 franc ou 1,15 € le mètre carré par an. Et on a l'obligation légale, en tout cas en Suisse, de mener des économies supérieures à ces 1,15 €. Et très souvent, on fait une anticipation de consommation et on calcule en fait la différence, et la différence, elle est pour le locataire. Très souvent, on est entre 20 et 60% pour le locataire. Très clair. Merci beaucoup, Sébastien.
Président. Parfait. Donc voilà, je suis ici pour vous présenter aujourd'hui TerraStab, qui est une solution d'hydrostabilisation pour lutter contre le retrait-gonflement des argiles. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène pour lequel vous êtes tous familiers, donc je vais faire un petit refresher très rapidement. En fait, le retrait-gonflement des argiles, on en entend de plus en plus parler, mais pendant très longtemps, c'était un cancer à bas bruit du bâtiment. C'est un phénomène géologique qui, en fait, correspond au changement de volume des sols argileux en fonction de leur teneur en humidité. Donc, en fait, comme vous pouvez le comprendre, quand un sol bouge, le bâtiment qui est construit au-dessus a une tendance à se fissurer, ça provoque des affaissements, des dommages structurels importants sur le bâtiment, comme le montrent certaines de ces photos. Il suffit de se balader dans les campagnes françaises pour voir que c'est pas un épiphénomène. C'est pas un épiphénomène tout simplement parce que ça touche 12 millions d'habitations en France qui sont en risque moyen et fort. C'est 61% des habitations, ça représente 61% des habitations individuelles. C'est le deuxième poste d'indemnisation du régime CatNat sur un trend historique, mais sur les 7 dernières années, c'est devenu le premier poste, compte tenu du réchauffement climatique et des sécheresses à répétition. D'ailleurs, là, cette année risque d'être assez monstrueuse en termes de dégâts. C'est une perte de valeur mobilière très significative, puisqu'on peut aller jusqu'à 100% de la perte de valeur du bâti, et c'est plus de 100 milliards d'expositions pour les assureurs et les autorités publiques dans le cadre du régime CatNat. C'est un phénomène qui a tendance à s'amplifier avec le temps, avec le réchauffement climatique et la connaissance des sinistres. Comme vous voyez, là, c'est la carte qui a été mise à jour, enfin 2 cartes. La carte du BRGM qui est publiée par décret dans le cadre notamment de la loi Elan et qui montre les risques moyens et forts en France. Donc en 2019, on avait un territoire déjà assez peuplé. On voit qu'en 2025, le territoire est très, très significativement touché, avec notamment des forts renforcements dans le centre de la France, dans l'Est et dans le Nord de la France. Mais c'est un phénomène qui ne touche pas que la France. Les États-Unis, c'est plus de 60 millions d'habitations qui sont touchées. Et en Europe, on parle de 15 millions d'habitations. Mais ça reste la France en Europe, on va dire, qui est la plus touchée. Donc là, je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un phénomène qui est assez complexe, en fait, qui est lié effectivement à la nature du sol, au fait qu'il soit argileux, qu'il y a sa teneur en humidité, mais qui s'inscrit dans des temporalités longues et qui... voilà, donc qui est assez compliqué à piloter, parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de moyen de piloter cette humidité autour du sol. Et en plus, il y a de nombreux facteurs aggravants qui peuvent un petit peu empirer la situation, notamment au niveau du bâti, la gestion des eaux pluviales, la topographie, la végétation, les réseaux enterrés, mais également la structure du bâtiment. En fonction des époques, les bâtiments n'ont pas été construits de la même manière, ne disposent pas des mêmes périphéries non plus, et ont été rarement construits en une seule fois, ce qui renforce la fragilité. Jusqu'à présent, les solutions, et là j'ai un témoignage, le temps qui nous est donné est trop court pour le faire parler, c'est mon voisin, en fait, c'est la personne qui m'a poussé à trouver une solution différente des solutions existantes. Donc c'est un petit retraité dans le Loiret qui habite à Saint-Loup-des-Vignes. Il a une maison de 70 mètres carrés au sol qui vaut à peu près 130 000 €. Il a dû réparer sa maison, préserver sa maison, sauver sa maison qui était fissurée. Ça lui a coûté 70 000 € suite à un refus assurantiel, avec une très faible trésorerie et pas de capacité d'emprunt vu son âge et ses revenus. Comme il le dit dans son témoignage, c'est le décès de sa maman qui lui a permis de financer ses travaux. Et cette situation, elle est vraiment très fréquente, en fait. Il faut savoir qu'une maison fissurée, déjà, il y a une chance sur 2 que votre commune soit reconnue en CatNat, même moins, en fait, puisque sur les demandes, le total des demandes, que 50% sont demandées, sont acceptées et reconnues en régime CatNat. Et sur ces 50%, il n'y en a que 50% qui bénéficient d'une indemnité assurantielle. Comme on peut le voir, quand votre maison fissure, il ne faut pas trop compter sur l'assurance. Et jusqu'à présent, les solutions sont soit très très coûteuses, soit inopérantes. Donc en fait, il y a 2 grandes familles, on va dire, les solutions peu opérantes, donc les barrières antiracinaires, les forages, les drains, les produits de refuge, qui ne résolvent qu'une partie du problème. Et il y a on va dire les solutions qui sont à l'heure actuelle reconnues comme valables. C'est les injections de résine, c'est les micropieux, les renforcements de structures, les reprises de fondation, qui là en fait vont traiter pas le problème à la source, mais en fait vont traiter la conséquence du problème. C'est-à-dire qu'on va aller accrocher d'une certaine manière la structure sur un sol qui est plus dur, donc plus en profondeur en général. Mais on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour chacune de ces interventions. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on a décidé d'attaquer le problème un petit peu à l'envers, en fait, de ne pas s'attaquer aux séquences, mais à la cause, par l'hydrostabilisation. Comme on l'a dit, en fait, il fallait qu'on se fixe notre objectif initial, c'est donc d'avoir une solution qui soit accessible financièrement, parce que quand on parle de reprise en sous-œuvre ou de travaux lourds et efficaces, on est sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, comme je le disais.
fallait que ce soit facile à installer, parce que pareil, ce sont des travaux qui sont très longs, qui sont très intrusifs pour les locataires, pour les propriétaires. Un système qui soit efficace, durable et évolutif dans le temps. C'est pour ça qu'on est arrivé donc à l'hydrostabilisation. Qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est en fait, comme je vous l'ai dit, le problème du RGA, c'est essentiellement une modification de la teneur en humidité de l'argile. Donc en fait, nous, on surveille cette humidité et en particulier, on va surveiller l'assèchement de l'argile. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cinétique d'assèchement est beaucoup plus dynamique que celle de réhumidification en termes de mouvement du sol. Une argile va vraiment se réduire en volume significativement lorsqu'elle perd en humidité. En revanche, le regonflement est beaucoup moins réel et déjà dépend de la structure de l'argile. Donc, on va surveiller avec un réseau de sondes autour du bâti l'humidité tous les 15 cm et sa température. On va analyser les données et lorsque l'humidité, l'assèchement de l'argile se rapproche dangereusement de la fondation, on a un contrôleur d'irrigation sur site qui va envoyer des petites quantités d'eau au niveau de la fondation pour empêcher cet assèchement. Et en fait, donc stabiliser le sol et avoir en fait un sol qui ne change plus de volume. Très concrètement, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, c'est un système assez simple en fait en termes d'installation. Une fois de plus, c'est un de nos objectifs. Donc, des sondes qui sont les petits pieds noirs que vous voyez enfoncés dans le sol, avec des tubes d'irrigation tous les 80 cm sous les descentes de charge pour pouvoir être en situation de créer un bulbe uniforme sous la structure du bâtiment, et donc un contrôleur d'irrigation qui va être en capacité de modéliser tout ça. Donc, grâce à ça, on est vraiment on a atteint tous nos objectifs. Cette solution, un Terrastab, correspond à tous les objectifs qu'on s'était fixés dans le cahier des charges. On a des coûts maîtrisés, on est 10 à 30 fois moins cher que les solutions alternatives. On a une installation qui est très rapide et très faiblement intrusive. On parle de 2 jours, 3 jours d'installation au plus grand. Enfin, pour les installations les plus longues, on peut aller même jusqu'à 1 journée dans certains cas. Très faiblement intrusif. On ne rentre pas dans l'habitation, on ne touche pas à la structure. C'est très frugal également en CO2. On parle de quelques centaines de kilos de CO2 comparé à des micro-pieux qui sont, pour une maison par exemple de 70 mètres carrés, aux alentours de 70 tonnes. Et c'est très fortement déployable, bien entendu. Donc voilà, juste pour vous montrer en comparaison, disons qu'on a enfin une solution qui permet non seulement d'être accessible au plus grand nombre et qui a une efficacité relativement comparable aux solutions les plus reconnues sur le marché. Donc Terrastab, c'est 2 cofondateurs et 4 associés, donc, mais avec des profils totalement complémentaires. Donc moi-même, le cofondateur est Didier Revel. Didier qui a 30 ans d'expérience dans le bâtiment, moi qui ai plus une expérience dans la partie digitale, transformation et climat. Le CTO Stéphane Gilopé qui, lui, a plus de 25 ans d'expérience dans les réseaux. Et bon, ça fait pas 25 ans sur l'intelligence artificielle, mais ça fait peut-être 5 ans qu'il travaille dessus. Et Laurent, notre directeur marketing et communication. Juste voilà, pour vous dire que pareil, Terrastab est totalement nié en termes de ESG, puisqu'on est notamment très frugal en CO2 comparé aux autres solutions, et qu'on est on est par ailleurs une entreprise à mission, parce qu'on s'est vraiment fixé pour but de résoudre ce problème qui touche beaucoup de propriétaires et de locataires. Voilà. Et dernier point, voilà, ils me font confiance. On a récemment, donc on a reçu le label Impulse Efficient Solution. On a également été validé par le comité scientifique de l'initiative sécheresse, qui est une initiative pour lutter contre le retrait-gonflement des argiles, donc qui est menée par France Assureurs, l'association qui regroupe tous les assureurs présents sur le sol français, la mission risque naturel et la caisse centrale de réassurance. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que ça ouvre des questions parmi vous? Oui, bonjour, moi j'ai une question. Lisa Darnoux, je travaille chez Léonard. Je voulais savoir si vous intervenez uniquement sur de la maison individuelle ou également sur du collectif, et si vous intervenez également sur d'autres infrastructures comme des routes ou pas. Alors, Est-ce que la solution serait compatible en fait? Alors, je répondrai qu'en fait, on n'a pas de limite en termes de typologie de bâtiment. Jusqu'à présent, notre seule limite, c'est la profondeur de la fondation, parce que les sondes, à l'heure actuelle, ne vont qu'à une profondeur de 1,20 m, voire 1,50 m. On travaille sur des sondes qui sont plus longues, pour aller jusqu'à 2,50 m, voire plus. Après, il faut savoir quand même que plus votre fondation est profonde, moins vous êtes vulnérable au RGA. Voilà. Mais jusqu'à présent, c'est pas le bâtiment, la typologie du bâtiment qui est la contrainte, c'est la profondeur de la fondation. Mais on a des sondes qui vont probablement d'ici la fin de l'année arriver jusqu'à 2,50 m, qui nous permettront d'être sur du collectif de taille normale, quoi. Après, sur du grand immeuble de grande hauteur, vos fondations sont tellement profondes que de toute façon, vous savez, les dessiccations, on ne les constate pas au-delà de
3,50 m en moyenne sur le nord de la Loire. Alors effectivement, en Occitanie, il y a eu des dessiccations jusqu'à 8 mètres ces dernières années. Voilà. Mais, on n'a pas de limite. Sur les routes, notre capacité d'intervention, je vais botter un tout petit peu en touche parce qu'on mène avec l'Université Gustave Eiffel une recherche fondamentale qui vise à confirmer si notre technologie peut être utilisée à grande échelle, notamment pour les constructions d'infrastructures. Ok. Ok, merci. Et également, est-ce que votre technologie peut être adaptée et mise en place sur des bâtiments qui sont neufs, un peu en prévention? C'est-à-dire que au lieu d'avoir des Totalement. questions plus profondes, on met un dispositif comme TerraStab pour limiter les Totalement, ça fait partie des possibilités. C'est même, j'ai envie de vous dire, conseillé parce que, vous voyez, je vous donne un exemple très concret, très rapide. J'ai un client qui m'a appelé, il a construit sa maison il y a donc 2 ans, ça fait pas très longtemps. Simplement, dans la loi Elan, il était considéré comme risque faible. Et donc, du coup, les normes de construction de sa maison qui était neuve, en fait, étaient liées. Enfin, il n'y avait pas vraiment de contraintes, parce qu'en Wayland, risque faible, vous n'avez pas énormément de contraintes en termes de construction sur la typologie des fondations. Sauf qu'avec la mise à jour de janvier 2026, il est passé en risque fort. Donc, en fait, on sait que sa maison est très vulnérable. Et en fait, il aurait été souhaitable dans ces cas-là, par rapport notamment à ce phénomène qui est en fait évolutif dans le temps, en fait, d'installer TerraStab en prévention. En fait, c'était un des objectifs également qu'on avait, parce que pourquoi on veut des coûts maîtrisés, c'est qu'on pense qu'en fait, c'est un phénomène qui est tellement d'ampleur et tellement significatif pour le patrimoine bâti français qu'en fait, il faut faire non seulement de la remédiation, ce que l'on fait, c'est-à-dire on va arrêter les mouvements de sol, mais également de la prévention, c'est arriver avant que cela arrive. Donc dans le neuf, oui, parce qu'en plus, quand vous arrivez dans le neuf, d'ailleurs, juste un petit détail technique, c'est que vous pouvez instrumenter les murs de refend, enfin les murs porteurs qui sont au milieu de la maison, alors qu'on ne peut pas le faire, a priori, sur un bâti déjà existant. Merci beaucoup. Et juste une question en complément de celle de Simon. Est-ce que vous avez du coup déjà des références sur du neuf collectif ou pas encore? Non, pas encore. On aimerait bien, écoutez, si vous souhaitez qu'on installe ça sur votre patrimoine, je sais pas où vous travaillez, on serait vraiment très volontaire pour le faire. C'est beaucoup plus simple en plus pour nous si on est sollicité en amont, très en amont. On a failli faire une installation. Oui, j'imagine. On est vraiment sollicité à l'heure actuelle plus par des particuliers qui ont des bâtis qui sont déjà fissurés ou d'autres qui ont des voisins qui sont fissurés. On a également contact. On travaille avec également des bailleurs sociaux, enfin un bailleur social dans le nord de la France et qui on va installer des pilotes, mais plutôt sur du bâti ancien, alors que nous on vise vraiment les deux marchés. Je pense que vraiment sur le bâti neuf, il faut vraiment prendre ça en compte et de nombreux experts nous sollicitent à ce titre justement. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ok. Cherche à accélérer l'adaptabilité des villes en faisant la promotion de solutions végétales régénératives, donc à partir de l'eau et du végétal, pour préparer les villes aux risques climatiques. Voilà. Alors, on va refaire un cours sur les raisons pour lesquelles nos villes surchauffent et débordent. Il y a un truc qu'on sait peut-être moins,
c'est que le mal est profond parce qu'en fait, le système urbain a été fait pour une moyenne, il a été fait pour un climat tempéré. C'est-à-dire ça a été fait pour fonctionner entre 10 degrés, moins 10 degrés plus 30, et puis pour des pluies de 40 mm, pour des 32 mm en 2 heures, c'était le montant des pluies décennales. Et en fait, on est en train de quitter ce régime de climat tempéré pour aller vers un régime des écarts. Et donc, structurellement, nos systèmes urbains ne sont pas prévus pour ces écarts. Donc, les conséquences vont être de plus en plus fréquentes et répétées. Alors, on les connaît, hein, ces conséquences, c'est la ville surchauffe, déborde, on voit des images de tout ça, mais je ne vais pas je vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on connaît ces questions-là. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que 80% du foncier urbain est privé et que la plupart des politiques d'adaptation des villes au réchauffement climatique sont portées par les pouvoirs publics sur les 20% du domaine public et financées par des finances publiques. Et par contre, on voit moins poindre des opérations structurées sur les 80% du foncier urbain qui nous concerne, celui de nos résidences, de nos maisons individuelles, de nos activités économiques, de nos parcs de logement, de nos parcs industriels, enfin tout le foncier privé. Et on voit sur cette image d'ailleurs que on voit bien cette limite de 80-20, on voit que ce petit trait-là, c'est les 20% du mètre public et ça, c'est les 80% des parcelles privées. Quand on parle parcelles privées, c'est parcelles cadastrées. Donc, ça peut être une domanialité publique comme un bailleur social, mais c'est à usage privatif. Et nous, on s'intéresse à ça. Et on s'intéresse à ça en se disant que finalement, ce n'est pas de la seule responsabilité des pouvoirs publics que d'adapter les villes au réchauffement climatique. C'est bien de nos responsabilités à nous qui possédons, gérons, utilisons les 80% du foncier privé. Et avec une solution qui est assez simple, c'est qu'on part de l'existant, des surfaces imperméables, et on se pose la question de savoir si on ne peut pas intercepter avant que l'eau ne disparaisse dans une grille à valoir, cette eau de pluie qui tombe sur une surface imperméable, par un petit espace vert qu'on met en creux, ce qui permet d'intercepter l'eau, de la stocker momentanément pour lui donner le temps de s'infiltrer dans le sol. Donc ça renvoie à la question d'avant où on l'infiltre par rapport au retrait gonflement d'argile. Et en choisissant les endroits qui permettent de planter des arbres, hein, c'est j'intercepte, j'infiltre, je plante, indispensable parce que pas d'eau, pas de végétaux, et toutes les solutions végétales qui sont plébiscitées dans le monde, comment dire, comme des solutions pertinentes pour adapter notre tissu urbain au réchauffement climatique, et ben, ces solutions végétales seront vaines si on ne plante pas sur le cheminement de l'eau. Lyon, qui était la capitale de la plantation de l'arbre en ville en France, avec la première charte de l'arbre urbain, avait remarqué en 96, alors qu'il ne faisait pas chaud et qu'on a le droit d'arroser autant qu'on voulait, que 50% des arbres qui remplaçaient chaque année dans le domaine public avaient moins de 30 ans. Donc, que vont donner nos stratégies si on plante sans faire gaffe à la question de la ressource en eau, mais une ressource en eau qui ne vient pas du robinet, parce que les préfets vont être obligés de gérer l'eau potable en période estivale. Alors, on a nous aussi développé notre part de lecture algorithmique des pixels, un peu ce qu'on retrouvait chez le Gabarit par exemple. Et nous, on l'a fait avec un des leaders en France de la lecture algorithmique des pixels, auquel on a rajouté des règles de métier spécifiques qui nous permettent de repérer à l'échelle d'une agglo toutes les parcelles cadastrales qui sont propices à l'accueil d'un point d'aquapuncture et les classer entre elles par un indice de facilité. Celles-ci vont pouvoir accueillir très facilement, moyennement facilement ou difficilement un point d'aquapuncture. Et la bonne nouvelle, c'est que dans toutes les villes, on a fait des tests, on arrive toujours à peu près au même score. C'est 70% de la ville existante est propice à ces micro-projets, ces points d'aquapuncture, ces jardins de pluie, ces nœuds d'infiltration dans lesquels on va préserver l'eau de pluie et planter des arbres. Et donc, ça permet de bâtir une stratégie de l'alliance des multiples, un peu chacun, qui forment beaucoup ensemble. Et on voit que les scores, là, à l'écran, c'est sur un morceau de Dijon, c'était 3033 parcelles cadastrales, avec 2244 qui étaient propices, et ça permet de préserver 158 000 m3 d'eau, planter 17 000 arbres, etc., etc. Alors, voilà un exemple de point d'acupuncture. Ça, c'est une cour camion. Hein, chez une activité économique, on imagine bien l'îlot de chaleur que c'était, un grand caniveau central avec une cour en V, on découpe le caniveau, découpe l'enrobé, on fait converger l'eau vers cette tranchée d'infiltration. Là où il n'y a pas besoin de faire circuler les camions, on met une noue en pleine terre avec des arbres, et quand il y a besoin de faire circuler les camions, on fait une tranchée d'infiltration, et puis du coup on rafraîchit, plante, sauve, préserve, etc., etc.
Voilà, on accompagne nos plantations de sondes tensiométriques qui ne sont pas éloignées de celles de la présentation d'avant, qui nous permettent de connaître quelle est la teneur en eau dans le sol et pouvoir piloter l'arrosage des plantes pendant les 3 années dites de confortement des végétaux. Vous savez que quand les végétaux ont été arrachés des pépinières, ils ont laissé 80% de leur système racinaire dans la pépinière et donc il faut les aider à démarrer. Et pour éviter de consommer bêtement de l'eau à ce moment-là, on met des sondes qui nous permettent de contrôler les besoins en arrosage. Voilà, et on a donc 2 types de points d'acupuncture. Celui qu'on a appelé l'impact RSE, parce que ça correspond à aucune obligation normative, mais simplement l'envie de créer des îlots de fraîcheur, par exemple au pied d'un immeuble résidentiel ou d'un bailleur. Mais il y a aussi, qui vous concerne, vous les bailleurs, la loi parking, qui a été un peu citée tout à l'heure également, avec les lois APER et les lois climat et résilience, qui obligent à ombrer 50% des parkings. Et il y a 3 solutions à chaque fois pour le faire, soit des ombrières, une solution 100% ombrière, ou une solution 100% arbre, ou une solution mixte, moitié ombrière, moitié arbre. Enfin, c'est pas moitié, c'est combien le propriétaire du site a besoin en autoconsommation, et le complément doit être apporté en arbre. Voilà. Nous, on fonctionne par des missions de maîtrise d'ouvrage déléguées parce que c'est des petits projets pour aller à toute vitesse. Et on va chercher pour le compte de nos maîtres d'ouvrage qui nous font confiance des subventions à l'agence de l'eau parce que comme on déconnecte l'eau de pluie des réseaux d'assainissement pour l'infiltrer dans le sol, et ce sont des sujets qui, en général, sont couverts par les subventions de l'agence de l'eau. Voilà, on a un modèle de déploiement en France qui est assez ambitieux. C'est une SAS à mission, nous aussi, hein. Comment dire qu'on a créé en décembre 2023, donc 24 et 25, c'était le déploiement, la mise au point de tout le système, la création de nos POC et un peu de notoriété. On était présent dans 2 villes, Lyon et Angoulême. Aujourd'hui, on est en train de se déployer avec 15 opérateurs territoriaux dans 15 territoires. On a bouclé nos 15, donc on est pas mal autour de Lyon, Chambéry, mais aussi Dijon, Besançon, Mulhouse, Arras, Laval, Angoulême, Orléans, etc. Donc on commence à mailler la France. On sera 15 opérateurs de plus en 2026 et 30 de plus en 2027 pour arriver à 60 opérateurs, comment dire, en 2028. Voilà, la répartition de la chaîne de valeur, il y a 77% de la valeur de nos interventions qui vont dans le projet, 23% dans les prestations intellectuelles, d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée, maîtrise d'œuvre, études hydrauliques, etc. etc. C'est un ratio assez normal de répartition entre les prestations intellectuelles et les prestations techniques. On a, ça c'est toutes les entreprises de paysage partenaires qui vont réaliser pour notre compte dans tous les coins de France nos points d'acupuncture. Ça c'est plutôt les 4 paquets de droite. Et puis la petite ligne à gauche, ce sont les Bi-Urban, c'est un bureau d'hydraulique, Urbasense qui fournit des sondes tensiométriques, Cambium bureau hydraulique pour faire les chamis hydrauliques, Terrania du paysage, voilà. On est soutenu pas mal par la profession. Végépolis Valais, c'est le pôle d'excellence du végétal à Angers. Ortis, c'est l'association des directeurs des parcs et jardins des espaces verts en France. Verdir, c'est les pépiniéristes. L'UNEP, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage, etc. On a gagné pas mal de prix, dont le dernier, dont on est assez fiers. C'était la semaine dernière, le 18 juin, où on a été labellisé Green Tech par le ministère de la Transition écologique dans une catégorie, c'est marqué à l'écran, de Sustainable Buildings and Cities. Et c'est un truc qui n'est pas facile à obtenir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises candidates. 285 sont sélectionnées à passer une audition et 25 sont labellisées. On a eu la chance de faire partie de celles qui ont été labellisées. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ensemble, avec vous qui êtes plutôt des bailleurs, c'est des points d'acupuncture impact, comme ce petit qu'on a fait à Angoulême, un bâtiment qui a été isolé par l'extérieur, mais on voit heureusement que la gouttière était ici, et on la devine là, à cet endroit-là. On la coupe ici, et on va infiltrer l'eau de pluie dans une noue d'infiltration qui va permettre de transformer progressivement cette clôture en plastique par une haie d'arbustes à fleurs, d'arbres, etc., et puis apporter un peu plus de fraîcheur à ces gens-là. Ça, c'est un exemple d'un point d'aquapuncture. À chaque fois, ce qui est intéressant, on est capable de calculer quels sont les effets bénéfiques de nos solutions, combien de mètres cubes d'eau on sauve, combien d'indices de canopée on rajoute, etc., etc. Mais il y a aussi un gros travail à faire sur les parkings et les lois APER et les lois
climat résilience dont on parlait tout à l'heure, qui va concerner énormément de parkings, hein. Tous les parkings de plus de 500 mètres carrés neufs ou faisant l'objet d'une rénovation, c'est-à-dire quand on refait 50% de l'enrobé, ça c'est la loi climat résilience, doit être obligatoirement infiltrer l'eau de pluie sur 50% de la surface et ombrer à 50%. Et la loi APER dit que 1er juillet 2026, c'est demain, les parkings de plus de 10 000 m2 et en 1er juillet 2028, les parkings de plus de 1500 m2, ceux qui nous concernent le plus, ces 60 places de stationnement, vont devoir faire l'objet d'un ombrage qui peut être soit avec des ombrières, soit avec des arbres, soit en solution mixte. Et nous, on a des réponses qui sont extrêmement intéressantes. On l'a simulé un peu ici. Vous voyez, sur un gros parking, 340 places, les solutions végétales financées à 50% par l'agence de l'eau, il y a un reste à charge du propriétaire de 80 000. Quand on est dans une solution mixte avec le minimum qui sera obligatoire quand on aura passé la date de mise en conformité, c'est-à-dire par exemple 1er juillet 28 pour les parkings de 65 places, ben là, il y a 427 000 de taux d'effort. Et on sait que le modèle économique du panneau photovoltaïque est en train de se casser la figure depuis que l'État réduit le coût de rachat à 1,1 centime le kilowattheure produit. Et je ne vous dis pas combien revient une solution à 100% ombrière avec panneau photovoltaïque. Donc nous semble que c'est intéressant de regarder un peu entre ces deux-là. Voilà. Et on est en train de développer, ça pourrait être complémentaire avec la mission de Gabarit, c'est une approche grand compte qui permet de cartographier l'ensemble des parcelles d'un bailleur et de repérer toutes celles qui sont éligibles à la clé ponctuelle, de les classer entre elles par un indice de facilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps, nous, on est capable de mesurer la taille d'un point d'aquaponcture, de savoir combien d'arbres, arbustes, plantes de couverture on va planter, combien de mètres cubes d'eau on va préserver, donc de mesurer les impasses, qui peut être assez incitatif pour que, comment dire, le plus grand nombre s'y mette. Voilà en gros un peu au pas de charge comment dire, la présentation que je voulais vous faire. Merci beaucoup, Jean-Marc. Est-ce que ça soulève des questions? Moi, j'en avais peut-être une première de mon côté quand vous dites que vous déployez dans 15 territoires, c'est-à-dire que votre modèle d'analyse parcellaire est disponible sur 15 territoires. Non, pas encore. Notre modèle d'analyse parcellaire sera disponible. Notre première commande a été passée avec la ville d'Angoulême sur Angoulême et la Première Couronne. Donc, ça fait 10 villes et à peu près 40 000 parcelles cadastrales. Et après, on va essayer de la développer un peu partout. C'est intéressant parce que c'est des études qui sont également financées par les agences de l'eau. Donc, le taux d'effort pour les territoires est assez faible. Et c'est une cartographie qui est délivrée sous la forme d'une plateforme SCE, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Et donc, c'est un nouveau document d'urbanisme qui est à la disposition de tous. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader quand vous êtes un propriétaire ou un simple particulier sur cette plateforme et voir quel serait le résultat d'une action collective, mais vous pouvez aussi voir quel est le résultat de votre action, quel est le potentiel de votre parcelle cadastrale en cliquant dessus. Et il y a un petit pop-up qui s'ouvre et vous voyez que votre parcelle est classée en très facile, facile, moyennement facile ou difficile et que vous pouvez planter 3 arbres, sauver 88 mètres cubes d'eau par an, etc., etc. Et tout ça donne envie de le faire. Alors, le Banque des territoires est très intéressée et envisage dans la région Aura, pour commencer, de lancer un AMI auprès des collectivités pour qu'elles se dotent, comme beaucoup se sont dotés d'un cadastre solaire, qu'elles se dotent de cet indice d'aquaponcture pour donner envie au plus grand nombre de se lancer dans cette adaptation urgente de nos tissus urbains qui, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas du tout prévus pour encaisser ceux qui vont avoir encaissé. Très clair. Voilà. On a aussi, il y a pas mal de similitudes avec la question d'IRGA. On a une société avec un comité de mission évidemment, mais on a aussi un conseil scientifique. Et dans le conseil scientifique, on a quelques spécialistes français, notamment de l'Anthropocène, comme Michel Lussot, qui est le président de notre conseil scientifique. On a Frédéric Ségur, pour ceux qui le connaissent, qui est le spécialiste de l'arbre en ville, parce que la question de la palette végétale est une question qui est assez complexe et qui génère pas mal de fantasmes. Donc nous, on essaie de donner de la raison
et de la science dans cette histoire de est-ce qu'il faut tout de suite prendre les plantes de Marrakech ou est-ce qu'il faut absolument essayer de conserver les plantes de chez nous pour commencer? C'est des questions parce qu'on entend pas mal parler de gens qui fantasment sur les jumeaux climatiques. Voilà. On a, pour ceux qui le connaissent également, Samuel Bonvoisin, qui est un spécialiste de l'hydrologie régénérative, qui l'applique plutôt en agroforesterie. Nous, on regarde si cette hydrologie qui marche très bien, dont la régénération est assez effective dans le monde agricole, pourrait être adaptée à la ville. On a également un entomologiste qui s'appelle Benoît Gilles. Enfin, on a un certain nombre de gens qui nous aident, qui vont avoir comme rôle d'être les garants de l'impact. Parce que comme on fait des petits projets qu'on a appelés des points d'acupuncture, nous, et qu'on va massifier les effets de chaque point, on a envie d'être très rigoureux sur la façon de calculer les impacts et on veut que notre conseil scientifique nous dise « Ok, Banco, vous pouvez annoncer ces impacts, on est d'accord avec ça. » Merci beaucoup, Jean-Marc. Voilà. Donc, eh bien, David Perrin, je suis le président fondateur de HWQ Concept et inventeur de la solution Enovac qui permet de distribuer l'eau chaude efficacement, et cela notamment dans les bâtiments collectifs. Et à mes côtés, donc, enfin, avec nous aujourd'hui, Christian Cardonnel, qui est un expert reconnu dans la thermie du bâtiment et qui nous accompagne pour le développement du produit et sa mise sur le marché qui est prévue en 2027. Donc, Christian, si vous voulez bien, je vous laisse vous présenter un petit peu plus en détail. Christian, vous êtes avec nous? Le micro? On vous voit, mais on n'a pas le son. Ah. On ne vous entend pas, Christian. Ton micro a l'air ouvert. Bon, sinon, Bon, je poursuis. Si Christian retrouve la parole, on fera signe. Il se présentera. Donc, l'eau chaude sanitaire collective, ici représentée en jaune sur ce graphique, est le poste de dépense énergétique qui est le plus important dans le bâtiment. Il s'agit d'une demande constante tout au long de l'année et il est devenu prépondérant pour deux raisons principales. D'une part, parce qu'on a considérablement réduit nos besoins de chauffage avec nos constructions neuves ou rénovées. Et d'autre part, parce que la distribution de l'eau chaude collective représente un poste de gaspillage énergétique qui est très important. Alors, pourquoi la distribution traditionnelle consomme-t-elle autant d'énergie? Pour le comprendre, il faut expliquer son fonctionnement. Pour distribuer l'eau chaude collective, on utilise généralement un principe de bouclage, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, ni plus ni moins qu'un long tuyau qui part de la chaufferie collective, qui passe à proximité des différents robinets et qui revient à la chaufferie. De cette façon, l'eau chaude est toujours tout près des utilisateurs. Mais l'inconvénient, c'est que même très bien isolée, cette boucle, elle se comporte comme un radiateur permanent qui rend le procédé ultra énergivore.
puisqu'il faut généralement produire 2 fois plus d'eau chaude que nécessaire en chaufferie collective pour compenser ces pertes. Et ce n'est pas tout. En énergie primaire, ces pertes sont encore amplifiées, puisque lorsqu'il s'agit d'une pompe à chaleur comme moyen de production d'eau chaude, elle devra constamment réchauffer de l'eau qui est déjà chaude, avec un rendement, avec un COP qui est dégradé. Alors, la technologie Enovac que nous avons développée et mis au point fonctionne sans recirculation permanente. La distribution se fait par cycle court de seulement quelques minutes par jour, ce qui permet de supprimer quasi intégralement ces pertes de distribution. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Le dispositif est constitué de 3 composants clés. Donc, d'un module de distribution situé dans le local d'émission de chaleur, dans la chaufferie collective, de réserves satellites de seulement quelques dizaines de litres situées à proximité des points de consommation. Ces réserves peuvent être soit individuelles, comme c'est le cas pour celle du dessus, ou collectives pour alimenter plusieurs logements, un petit peu plus grosses, comme c'est le cas pour celle du dessous. Et un circuit de distribution qui est un tuyau souple, flexible, sans isolant, avec un tuyau d'air, un tuyau d'eau et un bus de communication. Une installation peut comporter plusieurs circuits de distribution, comme celui-ci, et donc un qui part à droite, un autre qui part à gauche, un qui monte, et chaque circuit peut alimenter plusieurs satellites, typiquement 5 ou 6 satellites par circuit de distribution. Les réserves sont en communication constante avec la chaufferie collective et lorsqu'il y en a une qui est presque vide, la pompe motorisée du module de distribution se met en route pour la remplir rapidement via le tuyau d'alimentation d'eau chaude de petite section, puisqu'on est sur du diamètre 12 à l'intérieur. Et après chaque remplissage, le tuyau est immédiatement vidangé avec de l'eau froide pour récupérer tous les calories qu'il contient. Une particularité importante de cette innovation, c'est que les réserves satellites ne contiennent pas d'eau froide. C'est de l'air sous pression par un principe de vase communicant avec la chaufferie collective qui vient compenser la variation de volume d'eau chaude dans la réserve. Et ça présente de nombreux avantages. L'ensemble est maintenu à une pression constante de 3 bars, réglée à un endroit au niveau de la chaufferie collective, ce qui permet d'avoir une pression constante à tous les étages et quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est dû notamment au faible poids de l'air qui fait que l'eau chaude sera équitablement répartie entre les utilisateurs. Donc, c'est une conception simple à entretenir et surtout antilégionnelle, puisque les réserves satellites, qui sont d'une part en polyéthylène, donc un matériau beaucoup moins adhérent pour le biofilm que les réserves traditionnelles, ne contient pas d'eau froide, donc on évite les mélanges thermiques et on évite aussi de créer de ce fait des conditions propices à la prolifération de légionnelles dans la réserve, d'une part, et d'autre part, le tuyau d'alimentation de petite section qui aura un flux important au niveau du remplissage générera un cisaillement, un effet de ramonage à l'intérieur qui le laissera toujours propre, sans biofilm. Donc tout ça cumulé fait qu'on a une solution propre, antilégionnelle, qui est un facteur très important lorsqu'on commence à aborder l'eau chaude sanitaire. Alors, sur cette planche, on y voit un schéma de supervision d'une installation en fonctionnement à Épinal, dans les Vosges, dans le cadre d'un bâtiment pilote. Donc, l'installation est constituée d'une réserve d'eau chaude sanitaire collective de 400 litres en chaufferie collective, d'un module de distribution situé à proximité de cette réserve, d'une réserve satellite qui fait 100 litres, et qui est éloigné de 50 mètres, ce qui est une distance conséquente, de la source d'eau chaude, et qui alimente 5 logements plus un circuit test, 5 logements T2. L'ensemble de l'installation est entièrement instrumenté,
Les mesures ont été réalisées sur une centaine de jours où il n'y a eu aucun problème majeur. Et pour connaître précisément les pertes de distribution, nous avons comptabilisé l'énergie thermique qui rentre dans cette installation à l'aide d'un compteur d'énergie, qui est représenté ici, auquel on a ajouté l'énergie électrique consommée par le dispositif, d'une part, et d'autre part, on a regardé l'énergie thermique sortant de cette installation. On les a comparés. De cette façon, on a pu se comparer scrupuleusement aux performances de la boucle du bouclage. Et les résultats obtenus ont montré un rendement de 87%, ce qui signifie que avec cette technologie, seulement 13% de la chaleur produite est perdue entre le moyen de production d'eau chaude et les satellites. Là, donc, je ne sais pas, Christian, vous avez retrouvé la parole? C'était à lui de présenter un cas de figure. Donc, bon. Je crois que Christian, on ne vous entend toujours pas. Non, on ne vous entend pas, Christian. Bon, ben, je vais m'en charger. Donc, Christian a fait une petite étude comparative, donc ici où il s'agit d'un immeuble ancien R+3 de 20 logements avec bouclage et isolation classe 1, donc isolation pas très performante, et chaudière gaz au rendement, avec des logements moyens F3 de 65 mètres carrés occupés en moyenne par 2,5 personnes dans une zone H1A. Donc ici, les besoins d'ECS sont de 27,4. L'énergie nécessaire à l'ECS et l'ECS consommé est de 27 kW par kilowattheure par mètre carré et par an, auquel il faut ajouter tous les postes de consommation liés à la distribution. Donc, notamment, on a le bouclage dont je vous ai parlé, où c'est qu'on a de fortes déperditions liées aux pertes de chaleur des tuyaux, et les pertes de stockage et les pertes du générateur, qui sont à 18,4 kWh par mètre carré par an. Tout ça pour arriver à un coût de l'ECS qui est de l'ordre de 16 euros coût de l'ECS par mètre carré. Donc ici, voilà, c'est donc le principe du bouclage qui tourne 24 heures sur 24 et consomme presque autant d'énergie que les besoins réels de CS. Dans cette configuration suivante, on est sur du R+3, 20 logements, on a un moyen de production d'eau chaude qui est un petit peu différent et on se rend compte que les besoins de CS sont toujours les mêmes, mais par contre, l'énergie nécessaire pour la distribuer est beaucoup moins importante, ce qui permet de faire de fortes consommations d'énergie et de réduire aussi considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, de réduire le coût de l'ECS qui a été presque divisé par 2 dans cette configuration, donc avec la technologie Enovac. Ici, un tableau un petit peu plus complexe. Bon, c'est Christian qui l'aurait commenté s'il était là, s'il avait la parole. Voilà. Donc, pour résumer, Enovac est une solution qui est adaptée aussi bien pour le neuf que pour la rénovation, et notamment, j'ai oublié de le préciser, notamment grâce à son tuyau flexible double sans isolant, ça permet une intégration très simple dans le cadre d'une rénovation énergétique pour répondre aux enjeux réglementaires tels que le décret tertiaire ou la RE 2020 dans le neuf, le DPE, parce qu'on réduit considérablement, d'une part, la consommation énergétique qui est demandée dans la RE 2020 et avec le seuil 2026, on réduit aussi donc de ce fait considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de faire des économies significatives pour le consommateur avec un coût de revient du produit
plus élevé que le bouclage, mais qui permet, avec ces économies, d'avoir un retour sur investissement qui est de 3 à 5 ans, voire un petit peu plus. Ça dépend des configurations, du nombre d'appartements, s'il s'agit de neuf, s'il s'agit de rénovation. Voilà, c'est une solution qui est aussi confortable, facile à entretenir et qui limite le risque sanitaire du fait voilà, que l'on réduit le risque de développement de bactéries et le confort grâce à une pression constante à tous les étages, quelles que soient les circonstances, ce n'est pas forcément le cas actuellement avec un principe de bouclage. Et donc voilà, donc une solution, comme je le disais, facile à intégrer dans la rénovation, pour la rénovation énergétique et bien sûr adaptée pour le neuf. Donc, commercialisation prévue donc début mi-2027. Le carnet de commandes est ouvert, notamment on a besoin de bâtiments pilotes donc qui seraient entièrement instrumentés et qui nous permettrait de lancer les procédures d'avis technique au niveau du CSTB, sachant que bon, on travaille déjà avec un laboratoire qui est Nobatech, hein, qui va nous donner un avis technique sur la solution dans les prochains mois. Ah, Christian est de retour. Non. J'ai vu quelque chose apparaître. Oui. Vous m'entendez ou pas? Ah oui, Christian, vous êtes là. J'ai fini la présentation. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai pas pu suivre parce que bon, ça marchait pas. Et donc voilà, mais c'est pas grave. Écoutez, je vous fais confiance. Voilà. Bon, je termine. J'avais encore 2 mots à dire et puis je vous laisserai vous présenter. Puis bon. Vous pouvez répondre aux questions, Christian. Voilà. Donc, je disais, oui, carnet de commandes ouvert. Hein, on est pour notamment des bâtiments pilotes, donc idéalement d'une vingtaine, d'une trentaine de logements dans le neuf comme dans la rénovation, ou ça peut être de l'hôtellerie encore. Hein. Partout où il y a de l'eau chaude, où il y a de la distribution d'eau chaude collective, Enovac est capable de l'assurer avec une bien meilleure efficacité que ce qui se fait actuellement. Donc, nous serons au salon Interclimat et ainsi qu'au congrès HLM, fin septembre, début octobre. Donc, on vous invite à nous y retrouver pour vous présenter aussi plus en détail la solution. Voilà, donc comme je disais, Christian Cardonnel, hein, expert reconnu dans le domaine, qui nous accompagne. Écoutez, je vous laisse vous présenter un petit peu, Christian. Oui, écoutez, voilà, je pense que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas en refaire. Et donc, je suis plutôt un expert en thermique et fluide du bâtiment et je suis membre du Conseil supérieur de la construction d'efficacité énergétique et j'agis effectivement sur les problèmes de thermique et fluide effectivement du bâtiment. Il faut savoir aussi que le concept Enovac en fait a été pris effectivement aux awards de l'Interclimat et donc on a été nominé et on attend effectivement le résultat des courses pour le 2 juillet. J'espère qu'on aura une bonne surprise à ce niveau-là. Et c'est vraiment un concept très, très intéressant qui fera bien sûr l'objet d'un titre 5 et d'un ensemble effectivement de rapports techniques qui seront faits avec Nobatech, etc. pour bien prouver la performance du système. Voilà. Peut-être des questions. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Sinon, moi j'en ai peut-être une toute petite, peut-être les prérequis et l'intégration de la technologie Enovac sur un bâtiment. Est-ce que c'est facile? Quels sont les travaux nécessaires pour l'intégration de ces modules, ces petits chauffe-eau collectifs, individuels? Réserve, oui. Individuels, pardon. Donc, ça dépend déjà si on est dans le neuf ou la rénovation. Bon, déjà, on parle de moyens de production d'eau chaude centralisés hein, et non pas individuels. Donc, pour l'intégration des réserves, alors ces réserves, comme on l'a précisé, s'il s'agit de petits appartements ou de chambres d'hôtel, ce genre de choses, la réserve peut être collective d'une 60aine de litres, par exemple, et
et doit être placé dans une zone commune du bâtiment. Donc, c'est des réserves qui sont relativement allongées et de diamètre relativement faible par rapport à un cumulus, je parle, puisqu'on est sur du diamètre 300. Donc, ça peut s'intégrer relativement facilement dans le cadre d'une rénovation. Alors, soit pour alimenter, soit pour un logement individuel, ou soit du collectif si c'est petit. Dans le neuf, c'est encore plus simple, puisqu'on choisit on choisit où vont passer les tuyaux, sachant que contrairement à un bouclage, les tuyaux peuvent passer dans les dalles, puisqu'on n'ira pas réchauffer ces dalles. Donc ça offre aussi un avantage à ce niveau-là et un gain d'encombrement par rapport à l'absence, à des colonnes, à des gaines techniques plus petites. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Christian? Non, non, vous avez à peu près tout dit. C'est vrai que le concept est simple, hein. On a 3 composants, les satellites, le câble hydraulique là, qui est vraiment un ensemble qui est prêt à poser, et effectivement le module technique en chaufferie qui est facile à mettre en œuvre et qui correspond à des techniques tout à fait traditionnelles utilisées par les installateurs de chauffage. C'est la conjonction de ces 3 systèmes qui nous permet effectivement, de 3 éléments qui nous permet d'avoir des installations très très performantes. Voilà. Effectivement, on est sur en tout cas 90-95% de composants standards qui sont déjà accrédités par le CSTB, homologués pour l'eau chaude, pour l'eau sanitaire, ACS. Donc à partir de là, c'est un assemblage de composants standards, éprouvés, robustes. Donc il nous reste à valider cet assemblage avec les laboratoires, tout simplement. Voilà. Très clair. Merci. Moi, j'ai une question. La présentation était claire, il n'y a pas d'autres questions? Si, il y a une question. J'ai une question par rapport à votre distribution. Comment vous imaginez distribuer votre produit aujourd'hui? Par quel réseau? Non, ça sera sûrement un réseau effectivement d'installateurs agréés avec des distributeurs agréés, quoi. En fait, des petits et moyens, pour l'instant, on ne va pas prendre des grands distributeurs. Après, on peut faire aussi d'autres solutions en fonction effectivement des marchés. On va commencer petit, en fait, hein, voilà. Donc, on verra effectivement après pour monter en croissance dans les années qui viennent. Quand vous dites petit, parce que les tailles de marché sont complètement différentes, les parcs immobiliers sont différents, c'est quoi les tailles que vous visez en termes de... et la progressivité par rapport à la taille? Je pense en fait que les solutions pour l'instant, effectivement, sont tout à fait adaptées à des bâtiments entre 10 logements et 50 logements. Voilà, donc voilà, sur le point. On verra après effectivement d'autres solutions ou des approches un petit peu différentes pour des plus grands ensembles, ou alors on fait effectivement des systèmes effectivement un peu individuels, mais tous les 50 ou 100 logements. Et puis on est en train d'adapter aussi la méthodologie et le concept pour pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire, mais aussi du chauffage, voire éventuellement du rafraîchissement. Ça, c'est les choses qui sont en cours et en relation avec l'ADEME. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'un compteur de chaleur. Oui. Vous l'installez automatiquement, ce compteur de chaleur? C'est une option. On est obligé, nous, de mesurer effectivement la pression et les débits, etc., et la température. On peut donc obtenir effectivement des informations intéressantes. Après, il faut voir effectivement par rapport aussi aux filières, est-ce qu'il est plus raisonnable aussi de mettre un compteur qui sera géré effectivement par un opérateur type ISTA ou autre. Effectivement, ça c'est aussi à voir. On aura des échanges avec ces partenaires et disons qui font aussi de la gestion du chauffage et de l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments. Donc, dans un premier temps, effectivement, on aura les installations seront entièrement instrumentées pour connaître le rendement de chacune d'entre elles, ce qui nous permettra d'obtenir aussi le titre 5 et ce genre de choses. Mais par la suite, ça sera peut-être plus nécessaire. Et d'autre part, on peut effectivement, l'installation est capable de connaître la consommation de chaque logement. Donc, elle est capable de faire du comptage. Après, est-ce que... Alors, faire de la répartition plutôt, oui. Vous avez un module, j'ai une dernière question sur le module. Vous utilisez quel protocole de communication? C'est RS 485, le Modbus. Okay. Voilà, donc Christian avait déjà une certaine expérience dans le domaine avec les MTA. Les modules, oui.
Ouais, module thermique d'appartement, donc la communication est sensiblement. Le principe est sensiblement similaire et fonctionne très bien surtout. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que les 2 heures qui nous étaient imparties